propose qu'on essaie de commencer le débat suivant, qui porte sur le projet de loi Asile et Immigration, initialement proposé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et qui a connu quelques soubresauts, comme on va en reparler dans le débat. Donc moi je me présente, je suis Fadélie Carré-Comte, je suis la secrétaire générale de la CIMAD. La CIMAD est une association qui depuis 1939 se bat pour la défense des droits et de la dignité des personnes opprimées et particulièrement des personnes migrantes et exilées. Nous sommes normalement 3 pour ce débat, donc je suis avec Gérard Sadic qui est responsable national des questions d'asile à la CIMAD et va nous rejoindre, mais il est un petit peu en retard, Aboubacar Dembélé, qui est représentant du collectif des travailleurs sans-papiers de Vitry-sur-Seine, du 94, et qui était délégué, qui est toujours d'ailleurs des mobilisations des travailleurs sans-papiers de Chronopost, donc dans le 94, où vous avez dû entendre parler. Donc il est en route, il va nous rejoindre incessamment sous peu. On avait prévu de vous parler un peu du projet de loi, des dernières actualités, du contexte autour, et puis aussi, surtout, peut-être des questions de mobilisation, de comment on mobilise la société autour de ces questions et des dangers qui pèsent sur les droits des personnes migrantes et exilées. Et en fait, on se proposait peut-être, pour changer un petit peu le format des débats comme ça, et pour attendre aussi que Aboubacar puisse nous rejoindre, de faire peut-être les choses sous la forme d'un débat inversé, c'est-à-dire de commencer peut-être par vous donner la parole, en vous demandant si vous avez des questions, des remarques, des choses que vous souhaiteriez qu'on évoque autour de cette question du projet de loi Asile-Immigration et plus globalement en fait des politiques migratoires qui sont en cours en France, et puis aussi on aura peut-être l'occasion d'avoir un focus aussi européen. Voilà, nous je vous dis, on avait prévu de vous donner quelques éléments de ce qui est en cours en termes de politique publique dans le projet de loi, et puis quelle analyse nous on en fait en tant que CIMAD, quel danger on y voit et comment est-ce qu'on essaie d'organiser des mobilisations autour. Mais peut-être vous qui êtes venus à ce débat, vous avez des attentes ou des questions particulières que vous souhaiteriez aborder avec nous. Donc si vous souhaitez, on peut peut-être commencer par voilà, vous donner la parole si vous le souhaitez, sinon on fera un débat classique, mais c'est bien d'essayer de changer l'ordre des choses. Est-ce que donc il y a des questions préalables? Ah, monsieur. Moi j'ai une question. Merci. Dans la mesure où le projet de loi a été retiré et que d'après ce que j'ai, enfin, mis en retrait, et que dans l'immédiat il est question de procéder par décret, est-ce que le risque n'est pas qu'on fasse passer par décret des choses encore pires qui étaient dans la loi? Alors moi, je me posais une question sur la constitutionnalité des mesures envisagées, parce que là, ça devient totalement disproportionné. Alors j'ai vu un peu sur Twitter qu'il y aurait une idée de tutelle de 2 ans, qu'il y aurait une IRTF, une interdiction de retour sur le territoire français jusqu'à 5 ans. On voit notamment aussi qu'on veut supprimer la protection pour les mineurs entrant en France à l'âge de 13 ans, et pour, je crois, des crimes quand on a été condamné à 100 ans, je crois. Donc bref, il y a tout un tas de mesures qui me semblent tout à fait inconstitutionnelles. Donc c'était notamment pour M. Sadic, je voulais savoir ce qu'il en pensait. Et donc voilà, je me demandais si c'était totalement faisable, si c'était pas en fait un écran de fumée aussi pour la droite, quelque part, pour faire plaisir. Mais on sait bien que après le Conseil constitutionnel, on ne peut pas garantir non plus grand-chose avec ce Conseil-là. Mais bon, voilà, je voulais avoir votre avis sur la constitutionnalité de ce projet. Et bien même. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez déjà nous donner un peu ce qui est en préparation, parce que moi je ne connais pas le contenu de la loi encore. Merci. Ok, eh ben, écoutez, je pense que dans le propos, on va répondre aux 3 questions, les unes après les autres. Donc peut-être qu'on va commencer, on va peut-être commencer par la première, où on en est. Ensuite, on reviendra sur les dispositifs généraux, et puis Gérard pourra préciser sur les points spécifiques sur les questions de constitutionnalité. Donc, théoriquement, normalement, un projet de loi devait être discuté en séance publique au Sénat à partir de la semaine prochaine. Il avait déjà été
adopté par la commission des lois du Sénat, et il devait passer en séance publique la semaine prochaine. Comme vous l'avez probablement entendu, le président de la République, dans son intervention de mercredi, a annoncé le report, l'ajournement, la suspension, on ne sait pas très bien, du projet de loi, en tout cas le fait qu'il ne serait pas inscrit à l'ordre du jour de la séance publique du Sénat la semaine prochaine. Ce qui s'explique dans le contexte de crise majeure que nous connaissons sur la question des retraites, mais qui s'explique surtout parce que depuis le début, nous savons qu'il y a une difficulté pour ce projet de loi d'obtenir une majorité. On va y revenir, enfin pour le président de la République, on va y revenir en expliquant un peu plus les dispositions. Donc ce qu'on sait à cette étape, c'est que donc, le projet de loi ne sera pas présenté en séance publique la semaine prochaine. Par contre, ce qui va se passer après, on entend en fait beaucoup de choses contradictoires, puisque dans un premier temps, Emmanuel Macron a dit que d'autres textes interviendraient rapidement. Puis le ministre de l'Intérieur a dit non, c'est ce texte-là qui va revenir très vite. Et Gérard Larcher, le président du Sénat, a dit de son côté qu'il voulait le même texte plus tard, mais pas différents textes. Nous, l'analyse qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'en fait, on n'en sait rien, qu'eux n'en savent rien, et que dans le contexte de crise politique actuelle, on ne sait pas précisément comment les choses vont se passer. Voilà. Donc, Aboubacar nous a rejoints. On vient de commencer, on enchaînera après, on parlait du projet de loi et de son contexte. Donc voilà, donc actuellement, on ne sait pas ce qui va se passer. Par contre, ce qui est sûr pour nous, et là je vous donne l'analyse de la CIMAD, c'est que d'une part, rien ne change sur la philosophie générale des politiques publiques migratoires telles qu'elles sont pensées aujourd'hui dans ce pays et qui sont pour nous extrêmement dangereuses pour le droit des personnes migrantes et puis plus globalement pour notre société, et que d'autre part, effectivement, ce recul, pour l'instant, n'augure pas nécessairement quelque chose de bon, parce que si on avait un texte qui était éclaté ou des mesures qui passeraient peut-être davantage sous forme de décret que sous forme de projet de loi, la mobilisation pourrait être encore plus difficile. Donc voilà, en tout cas, on n'est pas du tout rassurés, nous, aujourd'hui, même si on considère quand même que c'est une bonne chose dans le contexte, évidemment, actuel, qu'on ait peut-être un peu plus de temps pour se préparer, pour se mobiliser, mais en tout cas, on n'est pas du tout au bout de nos peines autour de toutes ces questions-là. Revenir ensuite pour vous dire peut-être quelles étaient globalement les mesures qui étaient envisagées dans le projet de loi et quelle analyse, nous, globale, on en fait. Alors je vais essayer de ne pas être trop technique, mais pas de rentrer trop dans le débat, mais de vous donner un peu les grandes lignes. En fait, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu un discours gouvernemental autour du texte qui a présenté le projet de loi comme un projet de loi équilibré. Nous, on est complètement en désaccord avec cette analyse-là. Il a été présenté comme équilibré parce qu'il y aurait certaines mesures à l'intérieur qui étaient présentées comme facilitantes pour l'intégration des personnes les plus méritantes. C'est beaucoup ça dans le discours gouvernemental. Mais nous, l'analyse que nous en faisons, c'est que d'une part, ces mesures-là, elles sont très insuffisantes, et on va revenir notamment sur les questions de régularisation, parce qu'il y a notamment donc, dans le texte une mesure qui viserait à créer un titre de séjour de droit pour les personnes dans les métiers en tension. Mais c'est limité à certains secteurs d'activité et ça laisse de côté surtout tout un pan de secteurs ou de domaines autour desquels nous, CIMAD, nous prenons la régularisation des personnes sans papier sur des questions aussi de résidence, de vie privée, de vie familiale, etc. Toutes ces questions-là sont absentes du texte. Donc pour nous, cette mesure-là, elle était évidemment très restrictive. Et puis, au-delà de ça, la philosophie générale en fait, de ce projet de loi reste la même, à savoir l'obsession du contrôle des migrations, de freiner au maximum les arrivées sur le territoire des migrants qui sont considérés comme indésirables par le gouvernement, un discours global d'assimilation immigration, délinquance, et énormément de mesures autour des questions d'obsession, de l'expulsion, de l'enfermement, de la criminalisation des personnes étrangères. Et puis surtout, beaucoup d'absence dans ce texte, parce que, et je veux aussi insister là-dessus, ce que nous disons à la CIMAD, c'est que ce texte, il est complètement déconnecté, enfin,
ou trop connectés, je ne sais pas comment le dire, mais on ne se situe pas dans n'importe quel contexte aujourd'hui sur les questions migratoires. Il suffit de regarder l'actualité. Cet après-midi, il y a un débat ici qui se tient avec SOS Méditerranée sur les personnes qui meurent en mer sur les parcours migratoires, et notamment les femmes dans ces parcours-là. Tous les jours, on a la liste, quasiment tous les jours, des personnes mortes sur les routes de l'exil, dans un contexte malheureusement de banalisation ou d'indifférence quasi générale. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Malheureusement, on est toujours dans la même logique mortifère et absurde de fermeture des frontières, de renforcement des dispositifs répressifs, etc. Qu'est-ce qu'on répond à ça ? Rien à la hauteur des enjeux. On a aujourd'hui des reculs majeurs en Europe et dans le monde sur les questions des politiques migratoires. Il suffit de regarder ce qui se passe en Grande-Bretagne aujourd'hui, avec une remise en cause sans précédent du droit d'asile, qui est contraire aux conventions internationales sur lesquelles les pays européens et la France en particulier n'ont rien dit, si ce n'est même récupérer de l'argent de la Grande-Bretagne pour contrôler davantage les frontières à Calais. On a une montée de l'extrême droite sur notre territoire extrêmement préoccupante. Vous avez vu probablement hier ou avant-hier l'incendie au domicile du maire de Saint-Brévin-les-Pins en Bretagne. On sait qu'il y a un projet d'accueil de personnes demandeuses d'asile sur ce territoire. Il y avait déjà eu la même chose à Callac, pareil sur un projet d'accueil de réfugiés qui avait été menacé par l'extrême droite. C'est ça le contexte en fait aujourd'hui sur les politiques migratoires. Et qu'est-ce qu'on répond ? On répond, encore une fois, fermeture, répression, criminalisation. Pour nous, on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux de l'histoire aujourd'hui sur ces questions migratoires. Et toutes ces questions-là sont absentes du projet de loi, voire au contraire, ne font qu'entériner cette espèce de philosophie globale autour de l'alimentation, de la crainte et des peurs des migrations. Donc voilà, ça c'est un petit peu la philosophie générale. Donc dedans, il y avait prévu cette mesure sur la régularisation sur les métiers en tension avec toutes les limites que j'ai dit, et je laisserai Aboubacar revenir dessus après. Il y avait aussi une autre série de mesures qui visent à durcir finalement les conditions d'obtention des titres de séjour, avec par exemple le fait de conditionner la carte de séjour pluriannuelle à la réussite d'un examen de français. Donc pas simplement l'assiduité à des cours, mais là on passe à un niveau supérieur avec la réussite d'un examen, ce qui est pour nous complètement contre-productif parce qu'on ne fait pas de l'intégration sous la menace de la réussite d'un examen. Et par ailleurs, c'est très discriminant pour des personnes qui ont eu moins accès à l'éducation dans leur pays d'origine, toutes ces questions-là que vous pouvez imaginer. Durcissement aussi de l'obtention des titres de séjour avec le conditionnement des titres de séjour à l'obtention au respect des principes de la République, avec tous les risques d'instrumentalisation qu'on peut connaître derrière. Qu'est-ce que ça veut dire respecter les principes de la République dans les débats actuels. Et puis toute une série de mesures, et ensuite je vais laisser Gérard enchaîner là-dessus, qui à la fois de notre point de vue affaiblissent le droit d'asile, notamment autour de la remise en cause de la collégialité à la Cour nationale du droit d'asile, et surtout vise à faciliter les logiques d'expulsion, la délivrance des fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français, avec l'inscription dans le droit de quelque chose qui est extrêmement problématique pour nous, qui est cette notion de menace à l'ordre public, qui est vraiment une notion très floue, qui est la porte ouverte à l'arbitraire, parce que comment on interprète la notion de menace à l'ordre public. Nous, on a déjà vu des décisions administratives où on explique que cracher dans la rue ou empêcher la circulation de véhicules, c'est une menace à l'ordre public. Donc on voit qu'on est vraiment dans cette logique qui pour nous est extrêmement dangereuse. Et puis, bon, je vous passe, il y a d'autres mesures dans le texte. Il y en a une qui est aussi très trompeuse, qui est la question de la fin de l'enfermement des enfants. Donc on a pu entendre dire que dans le texte de loi, il y avait la fin de l'enfermement des mineurs dans les centres de rétention. Sauf que d'une part, ça concerne les mineurs de moins de 16 ans et pas de 16 à 18 ans. Ça ne concerne pas les territoires d'outre-mer et en particulier Mayotte, qui est le territoire dans lequel il y a le plus de mineurs enfermés. Et ça ne concerne pas tous les lieux de privation de liberté, puisque dans les locaux de rétention administrative, on pourra continuer à enfermer des mineurs. Donc voilà, c'est aussi un élément pour montrer qu'il y a beaucoup de communication un peu trompeuse autour d'une partie des mesures du projet de loi. Et je vous passe les mesures qui avaient été rajoutées
par l'examen au Sénat en commission des lois, qui était allé beaucoup plus loin encore, puisque les sénateurs avaient rajouté la restriction au regroupement familial, le démantèlement de l'aide médicale d'État et la restriction au séjour des étrangers, du droit au séjour des étrangers malades et d'autres mesures dont on a pu dire qu'ils donnaient un peu corps à tous les fantasmes des prêcheurs de haine anti-migrants. Donc on en était là au moment où le président de la République a donc annoncé pour l'instant la suspension. Je vais peut-être laisser Gérard compléter sur la question qui a été posée sur la constitutionnalisation et puis les éléments que j'ai dit, et puis ensuite on parlera régularisation avec Aboubacar. Merci. Alors le projet de loi effectivement est après le passage à la commission des lois du Sénat, c'est aussi une surenchère, c'est-à-dire que la majorité sénatoriale a voulu par exemple rajouter l'idée de quotas. Et en fait, on a pratiquement toutes les idées qu'a exposées la droite depuis 1993. On a même la manifestation de volonté pour les Français, pour les personnes qui souhaitent devenir Français parce qu'ils sont nés sur le territoire français. Ce qui existait du temps de la loi Pasqua de 1993, qui pour beaucoup d'entre vous est très très ancien. Alors sur la question de qu'est-ce qui va se passer maintenant, le projet de loi a été pas retiré complètement, il ne sera pas examiné la semaine prochaine. Il y a un débat entre le Sénat et visiblement le président de la République. Il y a le saucissonnage proposé par le président. Il y a toujours le Sénat, Gérard Larcher, qui dit non, on va examiner notre projet de loi plus tard. En attendant, qu'est-ce que peut faire le gouvernement? Une bonne partie de la loi, en fait, était pas très loin du domaine réglementaire, en particulier, par exemple, sur l'asile. L'idée, c'est de décentraliser l'OFPRA en les insérant dans un lieu qui s'appellerait France Asile. En fait, l'OFPRA, c'est l'Office français de protection des réfugiés apatrides, qui est aujourd'hui centralisé en région parisienne, à Fontenay-sous-Bois. L'idée, c'était qu'il y a des agents de l'OFPRA qui soient dans les guichets uniques, comme on dit, ayant avec la préfecture et l'OFI, dans tous les départements de France. Dans le projet de loi modifié par le Sénat, c'était une expérimentation. Cette expérimentation peut parfaitement se faire par décret. Donc c'est pas très compliqué à faire, hein. C'est juste prendre un décret, à titre expérimental, les agents de l'OFPRA seront présents à tel ou tel endroit. Pareil, par exemple, pour l'une des mesures annoncées qui était de décentraliser la CNDA et donc de lui faire perdre son unité à Montreuil, c'est possible de le faire par simple décret ou arrêté. Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut directement dire à tel endroit il y aura des audiences par visioconférence et par définition aussi peut-être par juge unique. Il y a toute une série de mesures comme ça qui peuvent être prises simplement par décret. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, quand il a examiné le projet de loi, il a dit qu'il y a vraiment beaucoup de réglementaires. L'autre aspect, et ça c'est assez classique en matière de droit des étrangers, c'est la circulaire qui prépare la loi. On prend une circulaire qui dit à partir de maintenant, messieurs les préfets, vous allez appliquer comme ça, vous allez interpréter le droit comme ça, et derrière, il y aura une loi qui va, entre guillemets, régulariser ce que je vous demande de faire. Ça, c'était un vieux classique. En fait, pendant des années, il y avait très peu de dispositions législatives, et le droit des étrangers était réglé par circulaire. On va peut-être revenir à ce régime. La particularité des circulaires de M. Darmanin, c'est qu'il ne les publie pas. Donc il faut aller les chercher. Et croyez-moi, ce n'est pas une sinécure d'essayer de récupérer les textes que prend le ministre de l'Intérieur, qui sont diffusés au préfet, mais qui ne sont pas connus. Et parfois, notamment, par exemple, sur la question de l'ordre public, donc la suppression de l'abolition, entre guillemets, de la double peine, donc la suppression des mesures qui avaient été décidées, qui avaient été votées sous Sarkozy pour protéger un certain nombre de catégories de personnes qui résidaient en France depuis des années, qui avaient toute une vie familiale très importante sur place, en France, malgré tout, qui avaient été condamnées. Il y a déjà des circulaires qui disent à peu près, vous pouvez interpréter comme ça passera, les tribunaux administratifs ont dit ça à tel ou tel endroit, et de cette manière, on peut expulser quelqu'un qui normalement n'est pas expulsable.
même si la protection reste en vigueur. Donc c'est là où on est à cette logique. Est-ce que tout ça c'est anticonstitutionnel? On va dire que depuis plusieurs années, le Conseil constitutionnel ne censure que très rarement les lois immigration. Le maximum qu'on peut obtenir, ce sont des réserves d'interprétation. Donc ce n'est pas certain. Alors, il y a un autre droit qui est important en matière d'étrangers, et de plus en plus, c'est le droit européen, le droit de l'Union européenne et le droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, c'est beaucoup plus délicat. Mais là-dessus, pour faire, entre guillemets, condamner la France pour non-respect de ce droit, il faut que la loi, il faut des années en fait, il faut plusieurs années pour arriver à cette chose. Je vais prendre un exemple très simple. Dans le projet de loi prévu par le Sénat, il est question de rendre obligatoire les refus prononcés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour couper les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. En 2018, la loi avait déjà prévu cette chose, on l'a fait censurer assez rapidement en 2019. Et en gros, il faudra sans doute faire un nouveau litige pour que le Conseil d'État dise la même chose que ce qu'il avait dit en 2019. Merci beaucoup pour ces éclairages. Et donc, on va continuer donc avec Aboubacar Dembélé, qui est donc délégué du collectif des travailleurs sans-papiers de Vitry-sur-Seine. Et pour un petit échange, un focus sur la question des régularisations, à la fois comment toi tu envisageais les éléments prévus dans le projet de loi autour de cette question-là, et puis peut-être aussi nous partager des éléments sur la mobilisation des travailleurs sans-papiers. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Comment vous envisagez les choses, et qu'est-ce qu'on peut se dire aussi ensemble sur ces questions de mobilisation et de lutte qui sont très importantes évidemment dans le contexte. Merci. Bonjour à toutes et tous et désolé des retards. Alors pour la régularisation, vous êtes tous à savoir, aujourd'hui pour l'instant c'est la circulaire Valls qui dit 3 ans de présence, 24 faits de pays. Et 5 ans de présence, il faut présenter 8 feuilles de pays. Une circulaire qu'on ne sait même pas, ça veut dire quoi? Parce qu'on demande des feuilles de pays à quelqu'un qui n'a pas de papier. Alors cette circulaire a pour objectif de pousser les sans-papiers vers une autre illégalité. C'est-à-dire que soit ils empruntent les papiers et travaillent avec, soit il fait des fausses pièces d'identité et il travaille avec. Sinon, il n'aura jamais sa régularisation. Alors que la régularisation soit en droit en s'inscrivant dans la loi, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir c'est dans quel genre de loi. Déjà, cette loi-là a été précédée par un circulaire, comme il a si bien dit, circulaire du 15 novembre. Après, on a vu les projets de loi qui a pour objectif de criminaliser toutes et tous les immigrés, d'un côté, parce que c'est dedans donner 100% des EQTF, 100% des IRTF, des assignations à résidence et de construire plus de centres de rétention. Ils nous l'ont dit, les préfectures nous ont dit que les directives des ministères, c'est donner 100% des OQTF. Suite à un simple région, vous déposez vos dossiers, il y a un manque de dossiers, vous sortez avec une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, collé avec une interdiction de retourner sur le territoire, des fois avec une assignation à résidence, c'est-à-dire vous êtes obligé de rester à l'adresse que vous avez donnée aux policiers. Si un jour on vient vous chercher que vous n'êtes pas là, vous risquez d'une condamnation pénale, de vous irer en prison, vous sortez avec des amendes et une expulsion. C'est ça qui est dans ce projet de loi-là. La partie qu'ils estiment être bon, partie régularisation, métier en tension, nous on dit non, c'est la partie la plus mauvaise. Métier en tension, tout le monde sait c'est quoi les métiers en tension. C'est des métiers dans lesquels les conditions de travail ne sont jamais respectées. C'est des cadences infernales, des entrepôts, une fois dedans, vous perdez toutes vos intégralités. Il n'y a plus de droits fondamentaux, vous êtes obligé de rester à votre poste. Vous êtes sous l'ordre d'un chef qui vous aboie nuit et jour jusqu'à la fin des heures. Par exemple, chez Ocoli, à Chronopost, à DPD ou ailleurs, c'est des déchargements à fond. Il faut arriver à décharger des petits camions à 30 minutes, des gros camions à 45 minutes pour avoir 800 €, 600 € derrière. Si vous n'arrivez pas, vous êtes en fin de mission, ils savent. Ils savent que vous êtes en sans-papier, que vous n'avez pas beaucoup d'options, que vous êtes obligé d'accepter cela. Donc, métier en tension,
En gros, ça veut dire esclavage moderne. Vous devrez accepter de faire ce que les autres ne veulent pas faire. Alors, quels sont les métiers en tension? Vous avez les titres de séjour aujourd'hui. Dans la restauration, une carte dont la durée et la validité va dépendre du patron et du gouvernement. C'est une année. Demain, si la restauration n'est plus un métier en tension, pour que votre titre soit renouvelé, il faut que vous cherchiez un autre métier en tension que vous travaillez dedans. C'est ce que les cabinets des ministres du Travail, Olivier Dussopt nous a dit. Demain, votre métier n'est plus en tension ou même vous êtes licencié, vous devrez chercher un autre métier en tension. Sinon, le titre ne va pas être renouvelé. Donc vous, votre vie, c'est de faire métier en tension. Vous avez la possibilité de faire une autre chose. Vous avez d'autres compétences. Non, 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 non. Vous ne les faites pas. Alors pour changement de statut, ils nous ont dit oui, il faut être embauché, il faut avoir un nouveau AD en français. On le sait, tout le monde le sait comment ça se passe, les changements de statut. Les étudiants le savent. Ils vous colleront une OQTF. Vous demandez changement de statut, ils vous colleront une OQTF. De toute façon, même si on assouplit les règles, les préfectures d'aujourd'hui ne sont pas accessibles. C'est la dématérialisation. Vous avez tous les documents entre les mains. Ça veut dire que vous avez une promesse d'embauche. Vous avez une attestation de concordance d'un patron. Vous avez les feuilles de paie qui demandent. Vous avez l'ancienneté sur les territoires. Vous voulez déposer vos dossiers, il n'y a pas de rendez-vous. Le système, il est claqué, c'est fait exprès. Le gouvernement ne peut pas nous dire qu'il ne peut pas mettre un système sur place et que les gens ne peuvent pas avoir des rendez-vous. Mais c'est fait exprès, la dématérialisation. Et dans les projets de loi, ils veulent tout dématérialiser en fait. Que vous ne pouvez pas déposer les dossiers, il faut les déposer sur Internet. Et pour les déposer sur Internet, comment l'avoir? En général, la plupart des immigrés n'ont pas d'ordinateur. Certains n'ont pas accès à l'Internet. Comment ils vont faire? C'est pour les enfoncer dans une précarité. Nous, on a vu, ça fait 15 mois que nous sommes sur les piquets de grève à Chronopost, à DPD, les filiales de la Poste, des entreprises de l'État, parce que l'État est un actionnaire stratégique, c'est la Poste. L'État qui exploite les sans-papiers, qui maintient des sans-papiers, qui fabrique des niveaux sans-papiers. Pourquoi? Pour que les salaires n'augmentent pas. Parce que les gens en situation régulière vont se mettre au chômage, le patron va recruter un sans-papier. Il va bien faire le boulot pour 1 000 €, 800 €, 600 €. C'est ça derrière. C'est pour ça les SMIC ne montent pas. L'État qui exploite les sans-papiers, on demande la régularisation. Le ministère nous dit c'est la préfecture dit c'est le ministère. Donc chacun se renvoie la patate chaude. Donc on a dit on sera dans l'arrêt pour dire, ils nous disent ils ont reporté les projets de loi. On sait ce qu'ils veulent faire. Ils ne vont jamais l'annuler parce que le président a dit, de toute façon, il y aura une loi immigration. Mais quel genre de loi? Celle qui a été proposée par le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas une loi, ça c'est une loi raciste. Ça ne donne pas de porte de sortie. Il donne les portes de sortie à qui? Personne. Donc, il va y avoir une loi, on ne sait pas, ils vont le faire passer comme décret. Nous, on ne sait pas. On a dit on n'est pas deep, on ne va pas baisser les bras en disant ils ont reporté. Donc, on va continuer à lutter, à dire non à ces projets de loi-là. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a une manifestation à République organisée avec ici CGT, Solidaire et beaucoup d'associations, beaucoup de collectifs pour dire non à ces projets de loi-là et pour dire non à la retraite à 64 ans. Et ensemble, nous vaincrons. Merci à vous. Donc vous avez compris que cet après-midi, vous pouvez aller à la manifestation et revenir pour le festival de Mediapart. Ce qui est un peu concurrence entre les événements, mais on peut faire les deux. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires ? Ah, là, ok. Oui, merci beaucoup, c'est très intéressant. Je me demandais si, dans le contexte aussi des JO, il y avait des choses qui étaient passées, qui étaient une accentuation de la répression. Je sais qu'il y a déjà des choses qui sont en réflexion sur les interdits de squat, etc. Donc, voilà, je voulais savoir ce que ça pouvait, s'il y avait un impact qui était prévu, si vous avez des éléments sur ce sujet-là. Merci. Rebonjour. Donc moi j'avais une question en fait par rapport au titre de séjour métier en tension. Parce que je considère que la stratégie c'est celle-là. Je pense que à la base vous avez 4 titres de séjour salariés à peu près.
titre de séjour salarié, travailleur temporaire, c'est pour ceux qui sont en CDD. Vous avez le passeport talent, bon celui-là on ne va pas y toucher évidemment. Vous avez aussi le titre de séjour saisonnier. Et là, ça ajoutera un 5e titre de séjour, donc titre de séjour métier en tension, pour les métiers en difficulté de recrutement, selon la DARES. Donc, voilà, c'est à peu près ça. Et à mon avis, l'idée, c'est de remplacer le titre de séjour salarié au travailleur temporaire, titre de séjour métier en tension, de façon à ce que les gens, qu'on puisse éloigner les gens assez facilement chaque année, parce qu'il faudra redéposer une demande d'autorisation de travail, ce qu'on voit déjà en préfecture hein. Actuellement, par exemple, il y a une pratique qui se met en place à la préfecture de police. Lorsqu'ils ne changent pas d'employeur, on leur demande de redéposer une demande d'autorisation de travail sur le site ANEF, donc c'est administration en France. Et ça complexifie les choses. Moi, à mon avis, c'est une question de flexibilité, de précarité, pour éloigner les gens assez facilement. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision, à mon avis, utilitariste du droit des étrangers. Dès lors que l'étranger rapporte de l'argent, qu'il travaille, qu'il a un emploi, ok, on va l'accepter au séjour pour des métiers en tension, mais pour le reste des types de métiers, à part si c'est de l'immigration choisie, donc passeport talent, salarié ou salarié hautement qualifié, là on va conserver effectivement les personnes. Donc moi j'ai l'impression qu'on va plus vers une forme de communication pour faire genre, voilà, il y a l'humanité et la fermeté, comme disait Gérard Collomb, mais c'est plutôt la fermeté là. Et on fait semblant avec, de donner un peu d'humanité avec ce type de séjour métier en tension qui va dévaloriser la situation de la plupart des étrangers. Bonjour, moi j'avais une question par rapport à ces métiers en tension, parce qu'il y a déjà une catégorie justement en métier en tension qui permet d'assouplir un peu les conditions d'obtention, mais du coup j'aimerais bien savoir c'est quoi qui va changer, est-ce que du coup ils gardent les mêmes types de conditions ? Est-ce qu'ils comptent les faire évoluer et voir voilà, ce que ça va changer. Et j'avais une deuxième question concernant les circulaires, parce qu'il y en a certaines que je cherche encore et que je n'ai pas trouvées. Et si vous avez des astuces, les façons dont vous les trouvez, voilà, des façons détournées où vous arrivez... Si vous les publiez sur votre site, j'avoue, je prends. Donne tes astuces. Alors, normalement... La loi, c'est-à-dire le Code des relations publiques et de l'administration, prévoit que les circulaires sont mises en ligne. On ne devrait pas devoir les chercher. On ne devrait pas essayer de les avoir en loose day, comme ça arrive très souvent. Ça devrait être en ligne. Ce n'est pas le cas de celle du ministère de l'Intérieur en matière de droit des étrangers. C'est pratiquement le seul domaine où on a très peu de circulaires. Après, il y a un droit à toute personne de demander des documents administratifs. Là aussi, il faut s'accrocher. Et puis après, derrière, il y a des insiders qui transmettent les circulaires. C'est comme ça qu'on a découvert un certain nombre de circulaires, celle du 3 août 2022 qui évoque le fait que les centres de rétention seraient réservés aux personnes présentant une menace à l'ordre public, entre guillemets, et l'idée que les autres personnes qui peuvent être éloignées seraient mises ailleurs, c'est-à-dire dans des locaux de rétention administrative, ce qui n'est pas prévu par la loi, mais c'est ce que... par exemple, voilà une inflexion qui passe par une circulaire, sans passer par la loi. Et puis, par exemple, une autre circulaire, celle du 17 novembre, celle-là, je pense que c'est les journalistes qui l'ont récupérée auprès du ministère de l'Intérieur, qui annonçait la vie impossible à toutes les personnes. Donc ça permet de répondre en partie à la question qu'en est-il des squats, de l'hébergement aussi des personnes. Alors il y a une proposition de loi qui est examinée au Sénat qui prévoit de faciliter la possibilité d'expulser plus rapidement des personnes dans un squat. Une mauvaise nouvelle, c'est que le Conseil constitutionnel a validé un dispositif antérieur sur la violation de domicile, y compris de résidence secondaire. Il a dit que ce n'est pas la peine de saisir un juge. Donc ça va vraisemblablement malheureusement se multiplier. Et en matière d'hébergement, la circulaire du 17 novembre 2022 a annoncé qu'on allait expulser les personnes des logements sociaux s'ils avaient une obligation de quitter le territoire, ce qui n'est pas possible en droit aujourd'hui, et également vérifier la situation administrative des personnes qui, je cite,
occupent indûment des places d'hébergement d'urgence, ce qui semble remettre en cause le principe qui est dans la loi depuis 2007, depuis la loi Dallot, qui est un peu l'héritage de l'abbé Pierre, c'est-à-dire l'accueil inconditionnel de toute personne en détresse dans l'hébergement d'urgence. Donc on a une évolution qui semblait dire que, en gros, là, on va tout faire pour dissuader les gens de rester en France, en réalité. Parce que les chiffres viennent de sortir sur le site Eurostat. En gros, en 2022, la France a pris 135 000 mesures d'éloignement. Et 112 000, un peu plus de 12 000, peut-être 13 000, ont été exécutés, dont, selon les chiffres d'Eurostat, 2 000 par aide au retour. Voilà. Donc on a très peu d'effectivité de leurs mesures. C'est aussi l'une des questions qui se posent, ça c'est paraît-il l'un des domaines consensuels, c'est la réforme du contentieux des étrangers. En gros, il y avait une usine à gaz très compliquée où personne, y compris les juridictions administratives, ne savait comment appliquer le droit. On simplifie la procédure, mais la question qui se pose, c'est pourquoi y a-t-il autant de contentieux? Pourquoi le droit des étrangers représente 40% des affaires traitées par un tribunal administratif, 50% des cours administratifs d'appel? Parce qu'il y a des mesures d'éloignement qui sont prises à tire-larigot, sans réfléchir, parfois pour parfois deux mesures qui sont prises pour une même personne. Et je vais répondre à une question qui m'a été posée tout à l'heure. Quand on dit l'OQTF de 2 ans, en fait, une obligation de quitter le territoire, c'est ça l'OQTF, elle n'a pas de durée. C'est simplement la possibilité de placer en rétention quelqu'un qui aujourd'hui est limité à 1 an. Si on veut placer à nouveau quelqu'un en rétention, il faut reprendre une mesure. Donc ça fait partie des doublons. Donc l'idée du Sénat, puisque c'est à Paris au Sénat, c'est de rajouter une durée de 2 ans. Mais derrière, en gros, même si on prenait cette mesure, il y aurait toujours beaucoup de mesures dont on sait parfaitement qu'elles ne seront pas exécutées. Là encore, dernière donnée statistique très, très minime, 1935 obligations de quitter le territoire ont été prises pour des Afghans en 2022. Et personne, enfin si, paraît-il, il y a peut-être une personne qui a été renvoyée selon les chiffres d'Eurostat, mais il n'y a pas d'exécution des mesures d'éloignement vers l'Afghanistan, et c'est heureux. À quoi sert de prendre ces mesures si on ne peut pas reconduire vers un pays comme l'Afghanistan? On peut parler de la Syrie, on peut parler du Yémen, on peut parler aujourd'hui d'Haïti aussi, c'est une situation extrêmement dangereuse. Pourquoi prendre des mesures alors qu'on sait qu'on ne va pas les exécuter? Et c'est un peu toujours la même chose, c'est la logique. On est obligé, c'est le droit européen qui nous dit quand les personnes sont en situation régulière, il faut prendre une mesure de retour, on doit l'exécuter, patati patata. C'est une interprétation un petit peu mécanique et on va dire pas très fut-fut des dispositions du droit européen qui font que aujourd'hui on est dans une impasse aussi. Aboubacar, tu veux reprendre sur les questions de régularisation? Et pour les métiers en tension, ils n'ont pas encore sorti une liste concrète, mais ce qu'on en sait, ils vont ajouter le ménage, la restauration, ils vont ajouter aussi logistique. Sinon, BTP, il est dedans. Donc ça va sortir avec un décret, mais on a appris ça à travers les militants qui sont inspecteurs du travail. Donc ça va sortir comme ça. Après, les titres de métiers en tension, ça ne va pas remplacer les titres salariés. Non. Mais la crainte qu'on a, s'il y a cette loi-là et que circulaire Valls n'est plus applicable, mais comment ceux qui ne travaillent pas dans le métier en tension vont obtenir leur régularisation? Parce que pour être régularisé, c'est 3 ans de présence, 8 feuilles de paie, mais dans un métier en tension. C'est ça qui est dit dans le projet de loi Asile et Immigration. Donc ceux qui ne travaillent pas, tout le monde ne peut pas travailler dans le métier en tension. Tous les immigrés ne peuvent pas parce que d'après le ministère de l'Intérieur, il y a 700 000 travailleurs sans papier sur les territoires. 700 000 sans papier ne peuvent pas travailler tous dans le métier en tension. Donc ceux qui ne sont pas dans le métier en tension, ils ne vont jamais être régularisés. Parce que circulaire Valls aujourd'hui, peu importe où tu travailles, si les patrons décident de vous faire une promesse d'embauche, qu'on appelle CERFA, une attestation de concordance, et si vous avez un rendez-vous, vous pouvez déposer. Vous serez dans le droit commun. Mais dans ce cas-là, ça dépendra du bon vouloir du préfet.
S'ils ne décident pas de vous donner, vous collerez à une OQTF, même si vous remplissez tous les critères. Donc ça ne va pas remplacer, mais pour passer des métiers en tension à salariés pluriannuels, il faut avoir un nouveau AD en français, il faut être embauché. Si vous n'avez pas ça, bon, vous restez dans les métiers en tension. Ok, on sait très bien ceux qui viennent, des fois c'est pas facile qu'ils apprennent parce qu'ils ont pas appris tout depuis des jeunes âges. Donc c'est compliqué qu'ils arrivent à parler la langue d'une manière. C'est comme ça. Et à mon avis aussi, ils donnent des OQTF pour enfoncer la personne. Parce que non seulement ils ne vont pas l'expulser, mais pendant la durée de son OQTF, il ne peut entamer aucune démarche administrative. Donc pendant une année, il est bloqué. C'est ça. Et moi, peut-être pour rajouter un élément qui va compléter ce que vous avez dit tous les deux, c'est pour montrer vraiment l'absurdité de la situation et le côté même dangereux pour l'ensemble de la société. Parce qu'on parle beaucoup des questions d'hébergement d'urgence, des personnes qui dorment à la rue, de la saturation des dispositifs d'hébergement d'urgence, le 115 est saturé, on ne sait pas comment s'en sortir, etc. Et ce dont on se rend compte de plus en plus, c'est que, évidemment, on a dans ces personnes qui dorment à la rue et dans les dispositifs d'hébergement d'urgence, beaucoup de personnes qui sont sans papier, en situation d'illégalité, et qui donc n'ont pas accès au logement de droit commun. Et donc en fait, en maintenant ce système-là, et c'est là où c'est aussi intéressant parce qu'on voit que de plus en plus d'élus locaux dans les collectivités territoriales se positionnent pour la régularisation des personnes sans papier, parce qu'on voit bien qu'en maintenant les personnes dans cette précarité forcée, en fait, on entretient des logiques de précarisation pour l'ensemble de la société qui sont complètement contre-productives et qui posent des soucis à tout le monde, notamment autour de ces questions d'hébergement et de logement. Donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du dogmatisme et de la précarisation absurde des personnes qui n'est pas du tout prise en compte dans le projet de loi, puisque effectivement, la façon dont on aborde la question de régularisation est vraiment traitée sous l'angle instrumental au sens propre du terme de l'utilité économique autour de cette question très restrictive des métiers en tension. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais juste une petite question, parce qu'on parle beaucoup du juge administratif, mais quid du juge judiciaire ? Et je voulais juste faire une toute petite réflexion sur... moi, je suis un peu plus pessimiste sur l'effectivité des mesures, parce que là, on est en train de voir pulluler des CRA. Et juste pour vous donner un exemple, et c'est pour ça que je voulais bien qu'on en discute, pour savoir si la CIMAD aussi a une vision de la construction de ces CRA, parce qu'il faut savoir que l'autorité judiciaire n'est pas du tout associée à la construction de ces CRA, alors qu'elle va être amenée à statuer en tant que juge des libertés et de la détention. On est en train de proposer au juge judiciaire de faire ces audiences en visioconférence, donc toujours moins de droits, enfin bref. Et je voulais juste savoir si vous aviez, vous, des cartes sur les futurs CRA à naître. Dans le Loiret, là, il y en a un qui est né en même pas 2 ans. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions comme ça. Je commence par les CRA et j'enchaîne sur... Sur les CRA. C'est comme Dieu, là. Vas-y. Bon, vas-y, genre... Non, mais vas-y. Donc sur la question des centres de rétention, donc merci de la poser parce que ça nous permet de faire un focus là-dessus. Donc les centres de rétention administrative sont les centres dans lesquels on enferme donc les personnes qui en situation irrégulière qui sont donc à qui on délivre des obligations de quitter le territoire français dans la perspective de les expulser. Ça c'est la théorie, puisque pour plein de raisons comme celle qu'on a évoquées sur le fait que soit les mesures vont être mal prises et donc annulées ensuite par les juridictions, ou parce que en fait on a des personnes qu'on ne peut pas en réalité expulser, soit parce que les pays ne délivrent pas de laissez-passer consulaires, soit parce qu'on est dans des situations où la France n'expulse pas, et c'est heureux, hein, comme on l'a dit, en Afghanistan, en Syrie, au Yémen, et donc on a des personnes qui peuvent aujourd'hui rester dans ces centres de rétention jusqu'à 90 jours aujourd'hui. C'est une durée qui a été augmentée de législation en législation, année après année. Et en fait, on est effectivement aujourd'hui... C'est bon, laisse... dans une inflation
de la construction de ces places en centre de rétention administrative, puisque il y a une volonté de plus en plus forte du ministre de l'Intérieur de construire des nouvelles places en centre de rétention administrative, et pas que en centre de rétention administrative, aussi dans les locaux de rétention administrative. Les locaux de rétention administrative étant des lieux qui peuvent être créés, me semble-t-il, par décret, hein, c'est ça, par arrêté, de manière provisoire, c'est-à-dire on peut en créer un pour quelques jours et le refermer ensuite. Et sur ces locaux de rétention administrative, on a beaucoup moins de visibilité parce que pour le coup, les projets de création ne sont pas communiqués de manière transparente. Il y a déjà eu des questions qui ont été posées d'ailleurs par les parlementaires pour avoir une visibilité sur la création des locaux de rétention administrative, et aujourd'hui on n'a pas ces éléments-là. Donc on est vraiment dans une logique complètement inflationniste de l'augmentation des places sur ces lieux de privation de liberté. Ce qu'on sait aujourd'hui sur les nouveaux CRA en construction, c'est qu'il y a effectivement un qui est prévu à Orléans, un qui est prévu à Bordeaux, une extension qui est prévue au Mesnil-Amelot en région parisienne, et a également été annoncée la construction d'un nouveau centre à Nantes. Voilà, tout ça nous inquiète particulièrement, et nous inquiète d'autant plus que ce qu'on constate nous aujourd'hui, CIMAD, dans les centres de rétention dans lesquels on intervient, c'est une extrêmement forte augmentation des violences et des tensions à l'intérieur des centres de rétention. Des violences policières, des violences entre aussi les personnes dans le centre, le placement de plus en plus de personnes vulnérables, de personnes malades, de personnes en situation de détresse psychologique avec des troubles psychiatriques, des mises à l'isolement de plus en plus récurrentes des personnes qui sont enfermées, et pour nous, CIMAD, des conditions d'exercice des droits des personnes qui sont de plus en plus difficiles, et aussi de plus en plus de prises de décision d'expulsion illégale, c'est-à-dire qu'on va expulser des personnes, par exemple, pour lesquelles on est en train de faire des dépôts de demande d'asile, et donc la loi interdit normalement de pouvoir expulser les personnes dans ces conditions-là, et on a quand même eu des expulsions que donc nous caractérisons comme illégales qui se sont produites. Donc on est vraiment, pour nous, dans une période d'extension des zones de non-droit autour de cette question des centres de rétention administrative. Oui, alors, sur la question, qu'est-ce que font les juges ? Malheureusement, en particulier dans le ressort de ce qu'on appelle la Cour d'appel de Paris, rien. Mais vraiment rien. C'est-à-dire que, en gros, il y a pourtant des jurisprudences qui sont issues de la Cour de cassation qui devraient permettre, par exemple, la libération de quelqu'un. C'est pas appliqué ni par le juge du tribunal de judiciaire, par exemple, de Meaux, et derrière, la Cour d'appel de Paris va continuer à prolonger. En gros, il y a une espèce d'automaticité, à tel point qu'il y a une proposition, un projet de loi qui prévoit que le juge des libertés de la détention ne soit plus le juge de la rétention. Donc ça serait quelqu'un d'autre, d'une autre autorité judiciaire, avec il y a déjà aujourd'hui des audiences délocalisées dans plusieurs lieux. Par exemple, au Mesnil-Amelot, il y a une cité judiciaire qui n'est en fait que le lieu où sont présentés très rapidement devant le juge et les personnes qui sont retenues dans ces CRA siamois que sont le Mesnil-Amelot 2 et 3. Et c'est pareil en zone d'attente. Il y a une petite salle qui est en gros une annexe du tribunal de grande instance de Bobigny, enfin de tribunal judiciaire de Bobigny, excusez-moi. Et derrière, en gros, aujourd'hui, voilà, on a une durée de rétention qui est de 90 jours. On pensait qu'il y aurait peu de gens qui y seraient. En fait, c'est pas vrai. Il y a même des personnes par un subterfuge qu'on arrive à placer pendant plus de 90 jours. Parce qu'en fait, on les défère devant la justice, on les condamne à une décision judiciaire d'interdiction de territoire, et on les replace en rétention immédiatement après la fin de leur première rétention de 90 jours. Donc en fait, on a un système où en gros, il y a une privation de liberté très longue, avec de plus en plus de tensions, comme l'a rappelé Fanelli, et derrière, les juges ne font rien. Voilà, faut quand même le dire. Et vous signalez peut-être sur les mobilisations actuelles que dans ce contexte-là, nous, CIMAD, nous avons retiré depuis bientôt 2 mois nos équipes qui interviennent au centre de rétention du Mesnil-Amelot en protestation aux différents abus de droits et violences constatés
que nous avons évoquées. Donc voilà, nous essayons d'alerter et d'interpeller sur la situation dans ce centre de rétention en particulier, mais plus globalement dans l'ensemble des centres de rétention. Et donc on a besoin de pouvoir faire parler et faire connaître ces situations, malheureusement pas toujours sous l'œil des regards du public. Voilà. Je crois qu'on a... Est-ce qu'on a encore le temps? Ouais. C'était une question, justement, ce retrait au niveau du CRA de Mesnil-Amono. Justement, sur les raisons, j'ai un peu par fatigue pas eu le temps de me pencher, mais j'ai compris que c'était dû aux tensions internes, au fait qu'il y avait eu beaucoup de montées de violence, mais du coup j'aimerais bien avoir votre retour sur du coup ce qui vous a poussé à quitter le centre de rétention, en sachant qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont retenues. Voilà, avoir du coup votre retour général sur la situation dans ce CRA. Oui, bah, c'est un petit peu ce que j'expliquais. C'est effectivement donc, une augmentation très forte des tensions et des violences qu'on pouvait constater, et que les équipes, donc la CIMAD dans les centres de rétention exerce une mission de service public d'exercice des droits des personnes retenues. Et donc au Mesnil-Amelot en particulier, on a constaté donc d'abord effectivement cette augmentation de violence dont nos équipes étaient témoins du point de vue des personnes retenues. Ce que je vous disais également sur la question des expulsions illégales, ça s'est produit à de nombreuses reprises ces derniers mois, et donc c'est extrêmement compliqué pour nous parce qu'en fait ça remet en cause en fait la crédibilité de l'intervention juridique, c'est-à-dire quand on explique le droit aux personnes retenues et qu'en fait ce qui se passe dans les faits ne correspond pas à ce que dit le droit, en fait la mission d'exercice des droits perd complètement son sens et notre crédibilité vis-à-vis des personnes est évidemment complètement affectée. Et puis on a vu aussi donc ce que je vous disais sur une utilisation récurrente des mises à l'isolement, y compris pour des raisons disciplinaires, ce qui normalement n'est pas ce que disent les circulaires qui réglementent aujourd'hui les questions de mise à l'isolement, des personnes vulnérables, des personnes en détresse psychologique qui étaient enfermées sans qu'il y ait de réaction ni des autorités du CRA, ni des services médicaux, etc. Et donc tout ça a pris ces dernières semaines et ces derniers mois des proportions vraiment beaucoup plus importantes, et tout ça étant aussi en lien avec l'évolution des orientations gouvernementales et des circulaires du ministre de l'Intérieur qui a mis la pression et mis l'accent de manière beaucoup plus forte au niveau des préfectures sur cette obsession de l'enfermement, de l'expulsion, des personnes aussi à parcours pénal qui se retrouvent de plus en plus dans les centres de rétention, et voilà, tout ce climat explosif qui fait que plus l'absurdité de la rétention, ou comme on l'a dit, les personnes ne savent pas pourquoi elles sont là, ne comprennent pas pourquoi, ne savent pas combien de temps, enfin voilà, tout ça ne peut être que facteur de violence, de tension et de maltraitance, et donc c'est dans ce contexte-là que nous avons interpellé et mis en place donc cette mobilisation autour du CRA. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Aboubacar, est-ce que tu veux dire un dernier mot de conclusion? Alors moi j'allais juste te dire, il y a la manif tout à l'heure à 14h à la République, pour ceux qui peuvent. En même temps, soutenir les grévistes qui sont en piquet de grève depuis 15 mois à 2 chemins de Villeneuve-Saint-Georges pour dire non à l'exploitation, pour demander de la régularisation. Parce que l'État, il essaie, si l'exploitation ça marche avec les travailleurs sans papier, bientôt ça sera demandé aux travailleurs en situation régulière. Il a déjà dit, pour trouver un boulot, il faut traverser la rue. Il ne faut pas baisser les bras, continuons. Merci beaucoup. Et moi, je voulais remercier Mediapart, évidemment, pour l'invitation au festival pour pouvoir faire ce débat, et aussi pour tout le travail journalistique qui est fait sur la question des migrations, parce qu'en fait, pour contrer tout ce qu'on vient de se dire, on a besoin de parler de ce qui se passe, on a besoin de lutter contre l'indifférence et la banalisation, notamment des morts sur les routes de l'exil, de tout ce qui se passe au niveau de malheureusement la progression de l'extrême droite dans notre pays aujourd'hui. Et donc, merci pour ce travail de mise en visibilité qui est fait par Mediapart. On a vraiment besoin là de tout le monde, des citoyens, des politiques, des médias, de l'opinion. Et donc, merci pour ça et à très bientôt.